Comment réussir dans le design en 2024? Quels outils faut-il utiliser pour ne pas être à la traîne? Et quelles sont les tendances à apprivoiser pour ne pas devenir un gros boomer du design? Si vous vous posez toutes ces questions, vous êtes au bon endroit. Le problème, c'est que parmi tous les articles et toutes les vidéos qu'on peut trouver, on entend tout et n'importe quoi. Et à en croire toutes ces sources, il y a au moins des dizaines ou même des centaines de tendances à suivre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous présenter ma sélection de 5 tendances design web et mobile qui, selon moi, il faut connaître et surveiller. Et j'en rajouterai même en fin de vidéo une 6e que je n'ai lue dans aucun article, mais dans laquelle je crois très fort. D'ailleurs, en 2022 et en 2023, je m'étais pas trop trompé, donc j'espère que cette année, ce sera pareil. Avant de commencer, évidemment, bonne année et désolé pour la date de sortie tardive de cette vidéo. En vérité, j'ai été cloué au lit pendant une semaine et j'ai pris du retard. Alors bien sûr, abonnez-vous, mais aussi dans les commentaires, faites tous comme si j'avais sorti cette vidéo le 2 janvier en pure légende. Merci. Avant de se plonger dans les tendances, on va parler un petit peu des outils et on va se connecter sur le site uxtools.co qui nous propose tous les ans un grand sondage sur les outils des designers. Vous avez plusieurs catégories et comme vous vous en doutez sûrement, l'outil qui sort du lot et qui reste le grand leader cette année, c'est Figma, notamment en UI design. Et d'ailleurs, si vous voulez me soutenir, j'ai un lien d'affiliation dans la description. Vous cliquez dessus, vous créez votre compte Figma gratuitement et je touche une petite commission. Je suis un des premiers influenceurs Figma à avoir la chance d'avoir ce lien, donc profitons-en, c'est un moyen de soutenir ma chaîne sans rien débourser pour vous. Par contre, ceux qui ont déboursé cette année, c'est bel et bien Adobe, qui ont voulu racheter Figma pour 20 milliards de dollars, mais en fait la loi anti-concurrence déloyale s'est mise en opposition, qui a dit non, si vous possédez Adobe et Figma, vous allez avoir un monopole trop grand, mais en fait du coup Adobe, ils ont proposé d'arrêter Adobe XD pour ne plus avoir le monopole, mais ils ont dit non, ça sent la douche votre histoire, le rachat est annulé, voilà. Et donc au final, Adobe ne peut pas racheter Figma et en plus Adobe doit payer une amende de 1 milliard de dollars à Figma de dommages et intérêts. L'histoire est assez incroyable. Si vous voulez en savoir plus, j'ai une vidéo complète qui parle de ça juste ici. Pour revenir un peu à UX Tools, je vous laisserai checker un peu les autres catégories du site, mais ce qui va nous intéresser ici aussi, c'est la catégorie prédiction 2024 où on lit évidemment Figma en tête de liste, mais aussi 3 autres outils qu'il faut absolument que je teste cette année. C'est Protopie, Framer et Webflow. Protopie qui est un outil pour faire des prototypes avancés avec beaucoup d'animations et beaucoup de types de triggers et de devices possibles. Framer, lui, qui est un outil de conception super puissant qui permet de designer, de prototyper des sites web interactifs et de les publier directement sans avoir à coder. Et Webflow, quant à lui, est un outil un petit peu concurrent à Framer qui propose lui aussi la création de sites web sans avoir à coder. Beaucoup de templates sont disponibles, mais globalement, c'est plus orienté sur le e-commerce. Voilà, donc si je ne teste pas un de ces 3 outils cette année en live sur twitch.tv/BastiUI, vous avez le droit de me taper sur les doigts. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires lequel des 3 vous aimeriez que je teste en priorité. Ok, super, bah maintenant vous connaissez les outils, mais à quoi ils vont vous servir? Alors oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai lu plein d'articles, j'ai regardé plein de vidéos, et à chaque fois ils en présentent plein. Le top 7 des tendances, le top 10, le top 13, le top 15. C'est trop, c'est beaucoup trop. J'ai sélectionné celles qui me paraissaient pertinentes, j'ai ajouté mes prédictions personnelles, ce n'est que mon avis, et c'est pour ça que je vous inviterai aussi à donner votre avis dans les commentaires si vous le souhaitez. On va commencer par ma tendance préférée et je terminerai en fin de vidéo par une tendance que je n'ai lue nulle part mais par laquelle je suis convaincu, le bento design. Je commence directement par la tendance la plus sûre, 99% de chances qu'elle soit bonne, le bento design. Inspiré par les boîtes bento japonaises, ces fameuses boîtes à repas à l'esthétique très satisfaisante. Le bento design propose une organisation compartimentée de l'interface utilisateur. Chaque compartiment a un rôle bien défini, ce qui facilite la navigation et l'accès à l'information. Cette tendance a été popularisée notamment par Apple et ses présentations techniques de produits lors des keynotes, mais son succès réside surtout dans son esthétique et son organisation méticuleuse, qui confère une harmonie visuelle et qui flatte aussi notre cerveau. Je sais pas vous, mais moi, quand tout est bien rangé comme ça par couleur ou par forme, miam miam la SMR. Le bento est également très pratique car il répond à des problématiques de responsive design. En effet, les applications et les sites web doivent s'adapter à un nombre de types
et à un nombre de tailles d'écran de plus en plus variées. Et cette tendance aide à réorganiser facilement les blocs sur différentes largeurs d'écran. Le bento design est aussi utilisé pas mal en branding, car il permet en une simple image, sur les réseaux sociaux notamment, de donner un aperçu global du projet. Donc 2024, je l'annonce officiellement, sera l'année du bento. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire de supprimer vos Linktree ou alors tous vos autres agrégateurs de liens et de créer votre page sur bento.me pour avoir tout comme moi un mini portfolio bien organisé. Le maximalisme. Adieu minimalisme, bonjour maximalisme. Pourquoi j'ai écrit ça? Oui, vous avez bien entendu, on laisse de côté cette esthétique épurée des dernières années pour se plonger dans quelque chose de beaucoup plus audacieux et captivant. Alors qu'est-ce que c'est ce maximalisme? Eh bien, c'est l'idée de jouer avec une variété d'éléments, de textures et de couleurs pour créer des compositions visuellement riches qui attirent beaucoup plus votre attention. L'une des choses qui ressort vraiment, c'est l'utilisation audacieuse de couleurs. On parle de choix vraiment vifs et intenses, mais bien sûr, n'oublions pas de garder une certaine cohérence et harmonie. On ne veut pas bien sûr brûler les rétines de nos utilisateurs. Rassurez-moi. Les polices d'écriture, vous en doutez bien aussi, jouent un rôle primordial dans le maximalisme. Les polices d'écriture dans ce style embrassent la diversité et l'excentricité. Elles peuvent varier en taille, en graisse, en style pour créer une hiérarchie visuelle dynamique. Ce qu'on a le droit de faire aussi dans le maximalisme, c'est combiner des styles. Voilà, plutôt que se limiter à un seul style de police, le maximalisme encourage l'utilisation de plusieurs styles dans une même composition. Évidemment, on va jouer sur des tailles gigantesquement, abusément grandes, voilà, pour mettre en avant des éléments visuel du design. Et maintenant parlons d'images. En maximalisme, on mise sur des images de haute qualité très détaillées. C'est un moyen super efficace de capter l'attention. Et d'ailleurs, je vous invite à jeter un œil au site magnifique.ai qui rajoute des détails sur des images déjà existantes. C'est assez surréaliste et il faut avouer que ça ne laisse pas indifférent. Attention, gigantesque disclaimer, avant de te lancer dans un design maximaliste, évidemment vérifie que cela correspond à ton cœur d'audience. Oui, toi là qui est en train de travailler chez Notion, laisse tomber, tu peux supprimer le Figma que tu es en train de faire. Notion maximalisme, ça n'existera pas. Le design organique. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous êtes une marque un peu plus corporate, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au maximalisme. Non, non, pas du tout. Mais on retrouvera, sachez-le, en 2024, des objets plus audacieux, plus dynamiques et plus organiques dans vos designs. Par exemple, des gros éléments en 3D chez Airbnb qui viennent rythmer et contraster leur interface. Des animations très organiques avec l'arrivée de la réalité mixte chez Apple qui doit s'intégrer dans notre quotidien, ou encore un retour aux textures dans le Fluent Design de Microsoft. Je vous remets cette petite vidéo des emojis parce que je m'en lasse jamais. Voilà, alors je ne dis pas que c'est du maximalisme, on en est bien loin. Par contre, je voudrais souligner que le flat design bien plat, bien épuré, ça semble être fini et qu'une nouvelle ère s'ouvre. Et qu'on essaie de remettre un peu de relief, un peu d'organique, un peu de texture, un peu de vie dans nos écrans. Le simple morphisme. Et ça me fait directement enchaîner sur une tendance que j'appellerais le simple morphisme. Alors c'est moi qui ai trouvé le nom, je sais pas si c'est le bon nom ou pas, mais aujourd'hui appelons-le le simple morphisme. Laissez-moi vous expliquer. On en a marre des interfaces trop plate, on l'a dit, on en a fait le tour ces dernières années. On a besoin d'objets, de textures, d'ombres, de choses qui nous rappellent le réel, qui nous procurent des petits sentiments en les utilisant. Mais on les veut simples car on veut quand même avoir un environnement épuré, garder la simplicité et la fluidité d'utilisation. Par contre, on essaye de ramener de légères textures, des légères ombres ou des choses plus travaillées mais sur des moments hyper spéciaux et hyper rares de l'interface afin de ramener de l'émotion ponctuellement. Par exemple, on navigue sur un site web hyper simple et le moment de la validation, c'est un bouton qui explose de toutes les couleurs. On a une interface très épurée, puis apparaît un objet avec une texture pour attirer notre attention. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Après l'ère du skeuomorphisme, du glassmorphisme, du néomorphisme, j'annonce l'ère du simple morphisme. Est-ce que vous me suivez? Le design apaisé. Partons complètement à l'opposé de tout ça avec la prochaine tendance. Cette tendance calme et apaisée reflète un changement significatif dans la volonté dont les utilisateurs interagissent avec l'univers numérique. Ce sont des gens
qui ont la volonté d'être moins stimulés par le digital et qui essayent de s'en détacher. Contrairement au design dynamique et exubérant dont on a parlé tout à l'heure, cette approche se concentre sur la création d'expériences en ligne qui favorisent la tranquillité, la détente et la simplicité. Voici quelques éléments clés de cette tendance. Des palettes de couleurs douces, des typographies épurées et plus humaines, et des images et des photos apaisantes. Cette approche répond à la demande croissante d'espaces numériques qui soutiennent le bien-être mental en offrant une pause aux utilisateurs, privilégiant la détente et la concentration. Comme on a pu le voir avec l'avènement de l'ASMR ou des musiques de deep focus et d'ambient musique pour travailler sereinement en évitant toute distraction. C'est une autre approche possible en 2024, une interface qui va prendre soin de l'utilisateur et ne pas essayer de l'interpeller tout le temps. Intéressant, non? Le retour du son. Et voilà, nous y sommes, cette dernière tendance, elle est pour moi, c'est ma tech personnelle, je prends le risque de vous la poser là aujourd'hui, mais je le sens vraiment bien. À mon avis, 2024 sera un grand retour du design sonore sur nos sites et nos applications. Mais pourquoi? Déjà, premièrement, pour faire écho à toutes les tendances précédemment citées, cela aide à procurer des émotions aux utilisateurs et tout simplement du plaisir à l'utilisation. Quand j'appuie sur un interrupteur, ça fait clic. Quand je gratte une allumette, ça fait fritch. Et quand je ferme la portière de ma Citroën C4 Picasso, le son me rassure en tant que bon père de famille. Et ce genre d'utilisation du son, on le voit depuis des années dans le jeu vidéo. Et tout le monde adore ça. J'aime bien le bruit. J'aime trop le bruit quand il y a une pièce en plus. Genre le... Ouais. J'aime bien ça. Mais alors, pourquoi ça va arriver plus que ça en 2024 selon moi? Avec l'avènement des intelligences artificielles qui vont venir modifier la façon dont on dialogue avec une machine, qui vont d'ailleurs venir augmenter la façon dont on dialogue avec une machine avec la voix, sans compter l'arrivée de tous les petits devices et accessoires qui vont arriver autour, le son va devenir primordial pour avoir du feedback sur les actions effectuées. Je vous donne un exemple un peu plus actuel. Imaginez si les AirPods que vous mettiez dans vos oreilles ne faisaient aucun bruit pour vous valider qu'ils étaient bien connectés. Ou encore si votre paiement sans contact ne faisait pas le petit bruit. Comment le vivriez-vous? Vous seriez complètement perdu. Et donc après les images, les vidéos, les animations, les micro-interactions, les retours haptiques qui font vibrer votre téléphone sous vos doigts, pourquoi pas un grand retour du son. Quelle est votre tendance favorite et quelle est celle que vous ne voulez pas du tout voir apparaître cette année? Dites-le moi en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et regardez cette vidéo où je design un site nostalgique comme en 2003 avec les outils de 2003. Des bons souvenirs quand même. Un peu dur, un peu fastidieux, mais des bons souvenirs.